Je suis Jean Denisot, je co-dirige une équipe de recherche en neurosciences cognitives à l'ICM. Notre thème principal de recherche, c'est la motivation et la prise de décision. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est tout simplement une introduction sur les biais cognitifs. Alors, quand j'ai préparé cette présentation, je me suis dit que j'allais peut-être commencer euh, par me poser la question tout simplement de savoir, OK, l'intuition de base, c'est que et ce qui est effectivement assez rabâchu, c'est que les biais cognitifs sont un frein pour la population générale, euh, qui les empêche d'adhérer à certains faits scientifiques. Donc, je me suis posé vraiment déjà la question, parce que finalement, je ne savais pas à quel point le problème était un problème. Donc, petit rappel, ça, c'est un rappel, disons, simplissime de ce qui est considéré comme étant, disons, établi par la communauté des climatologues. Donc, il y a une augmentation de la température avec le temps. Ici, vous voyez un graphique qui vous montre depuis un peu plus d'un siècle les variations de température. Et vous voyez aussi la montée de quantité de dioxyde de carbone qui est rejeté dans l'air. Et ça, c'est un argument pour les climatologues pour dire que l'augmentation de la température est liée à l'activité humaine. Et alors, la question, c'est de savoir, typiquement, est-ce que la population adhère à ce type d'interprétation? Est-ce qu'il est en particulier, par exemple, est-ce qu'ils adhèrent à l'interprétation qui consiste à dire que l'augmentation de la température est liée à l'activité humaine? Et donc, j'ai trouvé une étude assez globale qui est faite aux États-Unis par l'Université de Yale et qui fait des sondages, simplement, qui pose des questions, par exemple, est-ce que le réchauffement climatique est-ce que vous croyez au réchauffement climatique? Est-ce que ça arrive maintenant? Est-ce que vous pensez que ça va toucher les gens dans le monde, aux États-Unis? Est-ce que ça va est-ce que ça va vous toucher vous personnellement? Est-ce que c'est lié à- est-ce que le réchauffement climatique est lié aux activités humaines, etc. Et alors personnellement, j'ai appris plusieurs choses. La première chose que j'ai appris, c'est que aux États-Unis, visiblement, les gens adhèrent au réchauffement climatique. Donc, la plupart des gens pensent qu'effectivement, il y a un réchauffement climatique. Là où, effectivement, on va trouver des communautés d'opinion, c'est sur des questions un petit peu plus débattues par les experts, mais qui clairement, en fait, sont assez tranchées dans la population générale. Par exemple, est-ce que le réchauffement climatique est lié aux activités humaines? Donc, les cartes que je vous montre, c'est le résultat de sondages de ce type-là. Et ce que vous voyez, en fait, clairement, c'est que c'est géographisé. Et donc, à partir de là, on peut se dire, euh, d'accord, il y a des communautés d'opinion. Ça veut dire que, quelles que soient les raisons pour lesquelles ces opinions sont différentes, visiblement, elles sont renforcées dans un certain contexte social. Et c'est ici que potentiellement au moins, les biais cognitifs peuvent apporter un certain nombre d'explications. Alors, je fais un petit rappel rapide de qu'est-ce qu'on pense être, disons, les mécanismes cognitifs, donc les mécanismes de la pensée, si vous voulez, qui sont pertinents pour décrire ce genre de choses. Donc, euh, première chose, j'imagine que c'est un truisme pour la plupart d'entre vous. Je rappelle juste que le raisonnement ou la pensée est un processus dual. Donc, il y a une composante qui est inconsciente, intuitive et assez rapide. Et il y a une composante qui est consciente, analytique, qui est plutôt lente. Et la plupart de notre comportement, en fait, est la résultante de ces deux composantes. Euh, et alors là, évidemment, il faut se poser la question de savoir ce que c'est que l'intuition. Donc, c'est une opinion qui a été acquise sans raisonnement explicite et typiquement sans compréhension explicite de la manière dont elle a été acquise. Donc, c'est un raccourci mental qui résulte essentiellement d'apprentissage associatif. Donc, ce qu'on entend par apprentissage associatif, c'est juste un apprentissage d'association d'idées, typiquement. Donc, quels sont les facteurs facilitateurs de l'intuition, ou en tout cas du mode intuitif de raisonnement? Alors, quand il y a beaucoup d'incertitudes, quand il y a peu d'informations fiables, quand il y a des contraintes temporelles fortes ou une forme d'urgence, et quand il y a aussi, pour un certain problème donné, plusieurs lignes de pensée satisfaisantes. Elles sont satisfaisantes au sens où elles semblent simples, concises, elles sont satisfaisantes pour l'esprit de celui qui réfléchit. Donc, quand on est dans ce genre de situation, il est assez facile de tomber dans des modes de raisonnement intuitifs qui sont finalement, d'accord, rapides, mais assez négligents, et qui sont évidemment la proie des biais cognitifs.
Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce type d'architecture globale de la pensée, je vous suggère la lecture d'un livre, donc de celui de Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. Je crois que la traduction en français, c'est les deux vitesses de la pensée. Donc, c'est un psychologue qui a eu le prix Nobel d'économie il y a une dizaine d'années et qui a eu le prix Nobel d'économie pour avoir décortiqué notamment en fait l'influence de l'intuition sur le comportement et sur le raisonnement. Voilà. Donc, d'accord, le mode intuitif de raisonnement, c'est un mode qui est la proie des biais cognitifs. Alors, les biais cognitifs, ils sont nombreux, ils sont en fait très nombreux. Donc là, ce que je vous montre, c'est la page Wikipédia. Si vous allez voir un biais cognitif dans Wikipédia, vous tombez là-dessus. C'est une espèce de bestiaire des biais cognitifs, et vous voyez qu'ils sont énormément nombreux. Évidemment, je ne peux pas passer à travers la variété de ces biais cognitifs, mais je vais vous introduire à certains de ces biais cognitifs parce qu'ils me semblent les plus intéressants et probablement les plus pertinents dans le problème qui nous occupe aujourd'hui. C'est peut-être aussi les plus fondamentaux, d'une certaine manière. Alors, le premier, c'est ce qu'on appelle le biais de la surconfiance. Donc, c'est la tendance à sous-estimer l'incertitude qui entache les variables ou les données, si vous voulez, ou les informations qui sont pertinentes pour le raisonnement ou la décision. Ou alors, c'est une autre façon de le formuler, c'est la tendance qu'ont les gens à s'exagérer leur propre expertise sur un domaine en particulier. Donc ça, évidemment, pourquoi c'est pertinent dans notre contexte? Parce que ça réduit le besoin perçu d'acquérir de l'information sur un sujet donné. Alors, je vous montre un exemple de comment on teste ce genre de choses pour vous montrer qu'en fait, c'est le biais de surconfiance, c'est quelque chose de très général, de très global, donc il va trouver une application chez les climato-sceptiques, potentiellement en tout cas, mais c'est très général. Donc on peut faire on peut proposer aux gens un questionnaire de ce type-là, on leur demande s'ils conduisent bien, s'ils sont ponctuels, s'ils sont bons cuisiniers, s'ils sont fidèles en amitié. On leur demande de se classer dans les top 5%, meilleurs que 50%, moins bons que 5%, 50%, etc. Donc j'ai fait ça. Et typiquement, en fait, pourquoi on utilise ce genre de choses? Parce que la probabilité statistique que quelqu'un réponde qu'il est meilleur que 50% des gens dans les 4 domaines, elle est à peu près de 6%. C'est une question d'indépendance des questions, si vous voulez. Donc on peut considérer qu'il y a un biais de surconfiance à partir du moment où les gens répondent qu'ils sont mieux que 50% des gens dans les 4 domaines. Et alors j'ai fait ce type de sondage, si vous voulez, et là je vous montre les résultats pour deux populations, donc des scientifiques de l'Institut de Pasteur, donc ils étaient à peu près 120, et des coachs professionnels, ils étaient à peu près une cinquantaine. Et ce qu'on voit en fait, c'est que typiquement, il y a une proportion, disons, incompressible de la population qui exprime un biais de surconfiance. Et l'intérêt pour moi de vous montrer ces résultats sur les scientifiques de l'Institut Pasteur, c'est que, étant donné que je parle à des scientifiques, comme j'en suis moi-même, évidemment, il ne faut pas tomber dans le biais qui consiste à dire que ça, c'est des problèmes dont font l'expérience la plupart des gens, mais pas nous. Hein, évidemment, vous allez voir que on est tous susceptibles d'exprimer ce type de biais. Donc, OK, deuxième biais, le biais de confirmation. Donc, c'est la tendance à ne rechercher que des informations qui renforcent ses croyances a priori, ou alors à négliger les informations qui contradisent les informations a priori. Donc, évidemment, le problème avec le biais de confirmation, c'est que ça rend les opinions insensibles à des informations contradictoires. Donc, ça les fige, ça les gèle dans un état donné. Et donc, si on démarre avec un a priori, on a peu de chances d'y échapper. Alors, comment on teste ce genre de choses? Donc, avec le même type de questionnaire que ce que je vous ai montré avant pour le biais de surconfiance, on peut faire des choses comme ça. On pose des questions un peu difficiles. Par exemple, je pose la question aux gens, quelle est, entre Niamey et Ottawa, la ville qui a le plus d'habitants? Et la moitié des gens allaient me répondre, à peu près la moitié allaient me répondre Niamey, à peu près la moitié allaient me répondre Ottawa. Et après, ce que je faisais, c'est que je disais aux gens, une fois qu'ils m'avaient donné leur réponse, je leur demandais leur niveau de confiance. Donc, ils me donnaient un niveau de confiance entre 0 et 10. Est-ce que, typiquement, la confiance est variable entre les gens. Et puis ensuite, je leur dis, bon, mais 3 personnes sur 4 disent que Niamey a plus d'habitants qu'Ottawa.
Et ensuite, je leur dis, est-ce que ça change votre confiance? D'accord? Donc, normalement, ceux qui m'ont dit Niamey devraient renforcer leur confiance, et ceux qui m'ont dit Ottawa devraient diminuer leur confiance, parce qu'ils font face à une information contradictoire. Et voilà ce qu'on trouve typiquement. Donc, ce que je vous montre ici sur l'axe des Y, c'est le changement de confiance en fonction de si la personne a eu une information confirmatoire ou si la personne a eu une information infirmatoire, disconfirmatoire. Donc, ce qu'on voit, c'est que, comme on s'y attend, lorsqu'on leur donne une information confirmatoire, les gens augmentent leur confiance dans la première réponse, donc tout va bien. Mais quand on leur donne une information infirmatoire, ils ne changent pas leur niveau de confiance. Donc là, encore une fois, c'est pas normal. Donc, la différence entre les deux, c'est la signature du biais de confirmation. OK. Le biais de croyance. Alors, c'est un nom un peu bizarre, le biais de croyance. Mais l'idée, c'est que quand on est en discussion, disons, raisonnée avec un collègue, un ami, quelqu'un d'autre, et on a une tendance naturelle à juger la force des arguments, la rationalité du raisonnement. Et le biais de croyance, c'est une tendance à juger la force des arguments, non pas sur à quel point ces arguments soutiennent la conclusion, mais sur la plausibilité de leur conclusion. Okay. Donc la différence, c'est que on peut trouver un argument rationnel et raisonnable, malgré le fait, en théorie, en tout cas, en principe, on devrait pouvoir trouver que c'est le cas, malgré le fait qu'il aboutit à une conclusion qui nous déplaît ou qui va à l'encontre de ce qu'on pensait initialement. Mais évidemment, le biais de croyance fait en sorte qu'il réduit la force perçue, la rationalité perçue d'un raisonnement ou d'une argumentation si la conclusion n'est pas alignée avec nos croyances a priori ou avec nos valeurs a priori. Alors, comment on teste ça? Donc, typiquement, ce que je proposais aux gens, c'est à juger la validité de syllogismes. Alors là, je vous donne deux exemples. Donc, un syllogisme, il y a deux prémices et une conclusion. Donc, un syllogisme, c'est un enchaînement logique de propositions. Donc, première proposition, tous les mammifères marchent. Deuxième proposition, les hommes sont les mammifères. Conclusion, les hommes marchent. Et je vous demande de dire si ce syllogisme est valide ou pas du point de vue logique. Deuxième syllogisme, tous les animaux aiment l'eau, les chats n'aiment pas l'eau. Conclusion, les chats ne sont pas des animaux. Et je vous demande d'évaluer la validité du syllogisme. Et évidemment, ce que je fais à l'insu des gens, c'est que je manipule la plausibilité de la conclusion. Donc, dans le premier cas, la conclusion est plausible, ou au sens où elle s'accorde avec le sens commun. Dans le deuxième cas, elle n'est pas plausible au sens où elle ne s'accorde pas avec le sens commun. Cela dit, ce qui est demandé, c'est de juger la validité du syllogisme indépendamment de la plausibilité de la conclusion. Donc, je peux faire ça soit quand le syllogisme est valide, et donc du coup, je mets une conclusion non plausible, soit quand le syllogisme est invalide, et je mets une conclusion plausible. Et après, ce qui m'intéresse, c'est de regarder la différence de taux d'erreur sur le jugement de validité du syllogisme, quand la validité du syllogisme est congruente avec la plausibilité de la conclusion ou non. Et donc, je détecte un biais de croyance lorsque le taux d'erreur est plus important dans un cas d'incongruence entre la validité du syllogisme et la plausibilité de la conclusion. Et donc, voilà les résultats pour les scientifiques de l'Institut Pasteur et les coachs professionnels. Et ce que vous voyez ici encore, c'est que, disons, un bon tiers, voire peut-être la moitié des gens expriment un biais de croyance. Donc, je répète ce que c'est, encore une fois, pour être bien sûr qu'on soit sur les longueurs d'onde. C'est l'erreur qui consiste à se faire influencer par la plausibilité de la conclusion lorsqu'on juge la validité d'un raisonnement. Donc, ça peut évidemment aussi influer sur la manière dont on perçoit, par exemple, les arguments des experts climatologues sur l'influence de l'activité humaine sur le réchauffement. Ok, donc étant donné qu'il est 50, je vais passer ça aussi. Ok, le biais d'optimisme. Donc le biais d'optimisme, c'est la tendance à croire que les événements désirables sont plus probables ou ont plus de chances d'arriver que les événements indésirables.
Donc ça réduit le risque perçu d'événements ou d'actions qu'on pourrait être amené à prendre. Alors, comment on teste ça avec un questionnaire? Voilà ce que j'ai fait avec les gens. Je leur ai raconté des petites histoires. Donc, je leur ai raconté, par exemple, que euh, il a- enfin, certaines personnes ont créé une start-up, une compagnie qui vend un dispositif de stimulation cérébrale qui rend les gens plus honnêtes. Alors, je leur explique dans l'histoire, c'est vrai d'ailleurs, qu'il y a une publication scientifique là-dessus, sur une stimulation très spécifique du cortex dorsolatéral préfrontal, qui fait que les gens sont plus sensibles sont moins, ont moins tendance à exploiter l'ignorance des autres à leur propre bénéfice. Bon, très bien. Et ensuite, je leur dis, voilà. Et je leur dis, à votre avis, sur une échelle de 0 à 10, est-ce que ça a des chances d'arriver, une compagnie qui exploiterait ses résultats pour vendre un dispositif qui ferait ça? Et les gens donnent leur jugement. Et ensuite, je leur dis, et à quel point ça vous ferait plaisir que ça arrive? Ensuite, j'avais une deuxième histoire, mais sur la même idée. Voilà, je leur disais, voilà, je leur parlais de l'équipe de France contre l'équipe d'Angleterre au rugby. Voilà, et l'équipe de France gagne contre l'équipe d'Angleterre. À quel point vous trouvez ça plausible et à quel point vous aimeriez que ça arrive. Et après, j'ai juste regardé à quel point ces deux jugements, donc un jugement sur la plausibilité de l'assertion qui présentait aux gens, et le jugement sur à quel point il était agréable que cet événement arrive, j'ai regardé si ces deux choses-là corrélaient. Et ils corrèlent à la fois chez les scientifiques de l'Institut Pasteur et chez les coachs professionnels. Donc, autrement dit, plus vous avez tendance à trouver plaisant un événement, plus vous avez tendance à le trouver plausible. Donc ça encore, évidemment, ça peut poser problème dans le cas qui nous préoccupe, parce qu'on pourrait vouloir, enfin, c'est pas qu'on pourrait vouloir, mais on pourrait résister à de l'information sur le réchauffement climatique, tout simplement parce que c'est pas une information qui mène à des conclusions particulièrement plaisantes. Alors, il se trouve qu'il y a il y a une étude neuroscientifique qui a un petit peu décortiqué la manière dont ce genre de biais finissent par être un peu engrammés dans le cerveau. C'est la seule slide avec des neurosciences dans cette présentation. Donc, je vais vous expliquer en deux mots ce qu'a fait cette chercheuse. Donc, Thalie Charlotte, il y a maintenant 10 ans de ça. Donc, elle s'est posé la question de savoir comment les jugements de croyance et les jugements de plausibilité en arrivent à être corrélés entre eux dans ça. Donc, ce qu'elle a fait, c'est elle a dit aux gens, elle a pris des participants qu'elle a passés dans le scanner donc pour mesurer leur activité cérébrale. Les parents qui étaient dans le scanner, elle leur a posé des questions comme OK, si je vous dis que vous avez 30% de chance d'avoir le cancer dans les 10 ans, euh, est-ce que vous pensez que c'est le cas pour vous? Et les gens disaient oui ou non. Et puis ils disaient aussi, enfin, elle leur demandait aussi, à votre avis, quel est, pardon, excusez-moi, je reprends ça. Excuse-moi. Elle leur demandait quelle est la probabilité que vous ayez le cancer dans 10 ans. Et les gens disaient, bah, je ne sais pas, 30%. Et ensuite, elle leur disait, bon, étant donné votre catégorie d'âge, la probabilité que vous ayez le cancer dans moins de 10 ans, c'est 40%. Et maintenant, une fois que je vous ai dit ça, est-ce que vous modifiez votre première estimation? Et donc, du coup, donnez-moi une estimation, en disant finale. Et elle faisait ça pour des événements positifs, genre est-ce que vous allez vous marier dans 10 ans? Certains, c'est un événement positif. Et elle faisait ça pour des événements négatifs, donc par exemple, est-ce que vous avez le cancer? Et puis, de temps en temps, la nouvelle était bonne, donc c'était genre la fréquence qu'elle donnait aux gens était plus haute que leur premier jugement dans un événement positif, ou plus basse que leur premier jugement pour un événement négatif. Et de temps en temps, c'était des mauvaises nouvelles, donc c'était l'inverse. Et ce qu'elle a vu, en fait, c'est que les gens modifiaient plus leur jugement dans la direction de l'information qui leur a été donnée lorsque ils étaient face à des bonnes nouvelles que lorsqu'ils étaient face à des mauvaises nouvelles. Et ensuite, lorsqu'elle a regardé en fait dans le cerveau s'il y avait une région qui corrélait avec l'erreur de prédiction, autrement dit avec la distance qu'il y avait entre le premier jugement et l'information objective qui était donnée aux participants, il y a effectivement une région cérébrale qui corrèle, donc qui est sensible à cette information, c'est l'insula. Et c'est la région cérébrale que vous voyez en jaune sur les images que je vous montre ici. Et alors, cette région est un peu particulière parce qu'il se trouve que autant elle corrèle très fortement avec l'erreur de prédiction
dans le cas des bonnes nouvelles, autant elle corrèle beaucoup moins fort avec l'erreur de prédiction dans le cas des mauvaises nouvelles. Autrement dit, elle est importante, cette erreur de prédiction, parce que c'est la base du signal d'apprentissage. Donc, s'il n'y a pas d'erreur de prédiction, il n'y a pas de modification effectuée sur les opinions, et donc, du coup, on ne modifie pas les opinions. Donc, la détection d'une erreur de prédiction, c'est le départ de la modification des opinions. Et donc, du coup, cette première étude, ce qu'elle montrait, déjà, en premier lieu, c'était que les gens étaient moins sensibles sur le plan du comportement, mais, aux mauvaises nouvelles qu'aux bonnes nouvelles, mais par ailleurs, que la région cérébrale qui était elle-même censée traiter l'information de j'ai tort ou j'ai raison, elle était grosso modo aveugle aux écarts entre l'information objective et la croyance a priori lorsqu'il s'agissait de mauvaises nouvelles. Et plus que ça, elle avait des questionnaires qui mesuraient le degré d'optimisme des gens dans la vie en général. Et ce qu'elle a regardé, c'était que plus les gens étaient optimistes, moins l'insula était sensible aux erreurs de prédiction pour les mauvaises nouvelles. Je vais vous le reformuler différemment. Les optimistes sont des gens qui ont une lésion dans l'insula qui les rend insensibles à leurs erreurs lorsqu'il s'agit de mauvaises nouvelles. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a des mécanismes biologiques, neurobiologiques en particulier, qui fondent ces biais dont vous venez de parler? La question de savoir si il y a des mécanismes neurobiologiques qui fondent les biais, de cette manière, elle est triviale. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des mécanismes biologiques qui expliquent les biais cognitifs? Oui. Est-ce qu'ils nous permettent de comprendre mieux pourquoi les biais peuvent avoir une influence sur le climato-sceptisme, par exemple? Non. C'est-à-dire que finalement, le résultat, disons, brut comportemental, suffit à être intéressant et à fournir une base d'explication pour la résistance que peuvent avoir la plupart des personnes, enfin la plupart des personnes, non, certaines personnes à des informations de type l'activité humaine est source de réchauffement climatique. Voilà, en tout cas, c'est mon opinion. C'est-à-dire que je vais essayer d'être clair là-dessus. C'est-à-dire que dans l'équipe dans laquelle je travaille, on s'intéresse aux mécanismes neurobiologiques qui génèrent les biais. C'est une question qui nous préoccupe, sur laquelle on travaille. Mais est-ce que répondre à cette question permet d'aller plus loin sur pourquoi les gens résistent à une information objective sur le réchauffement climatique? Ma réponse à moi, de spécialiste sur la nature des mécanismes neurobiologiques des biais cognitifs, est non. Donc, de ce point de vue-là, les psychologues qui font de la psychologie expérimentale ont plus à dire que les neuroscientifiques qui travaillent sur les raisons ou les mécanismes cérébrales liés aux biais cognitifs. Voilà. Peut-on déduire que la divergence d'opinion est liée à un raisonnement intuitif basé sur l'effet placebo ou nocebo? Nocebo, c'est dans l'inverse de placebo. Est-ce que vous avez là une réponse? Alors, l'effet placebo ou l'effet nocebo, ça me semble qualitativement différent de ce qu'on est en train de regarder là. Hein. Donc, si je résume l'effet placebo, typiquement, on va utiliser une suggestion, donc une manipulation psychologique. Par exemple, on va dire voici une crème qui calme les douleurs. La crème est inerte, et on applique la crème. On applique un stimulus qui génère de la douleur, et la douleur perçue est plus faible que lorsqu'on ne dit pas, avant d'appliquer le stimulus qui génère de la douleur, voici une crème qui diminue la douleur. Ça, c'est l'effet placebo. D'accord. Donc, en fait, il s'agit de l'effet sur la perception, typiquement, enfin, pas que sur la perception, mais en tout cas, il s'agit de l'effet d'une suggestion ou d'une manipulation psychologique sur une opinion, une perception, un comportement, etc. Là, je n'ai pas parlé de manipulation ou de suggestion. Voilà, je pense que les biais que j'ai présentés, dont on peut discuter s'ils sont pertinents ou pas pour comprendre pourquoi les gens sont climato-sceptiques, mais ce sont des biais qui s'expriment chez tout le monde sans manipulation extérieure de l'information. Par-dessus ça, il pourrait y avoir une manipulation extérieure de l'information. Il pourrait y avoir des groupes d'intérêt qui pourraient vouloir cacher certaines informations à la population. Je ne nie pas la réalité de ça. C'est pas du tout mon propos. C'est juste hors propos de ce que j'ai présenté aujourd'hui. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de parcourir ensemble un peu les questions qui vont être vraiment dans la continuité de ce qu'a présenté Jean Denisot, qui est un collègue de l'Institut du cerveau, avec qui on discute régulièrement. Et je vais plutôt me pencher sur la dimension d'inaction climatique, avec une approche qui est celle des sciences cognitives et des sciences comportementales. Donc, je vais commencer par ça.
replacer un peu le contexte de sciences dont je parle. On parle des sciences cognitives comme un ensemble de disciplines qui ont une communauté de pensée sur les mécanismes mentaux, qui vont viser à les modéliser comme des systèmes de traitement d'information, représenter le cerveau et le comportement comme le résultat de systèmes de traitement d'information, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont figés, qu'ils sont innés, ça ne veut pas dire non plus qu'ils sont nécessairement infaillibles, Jean l'a bien montré, ça veut simplement dire que la méthode qu'on utilise est une méthode expérimentale pour partie et basée sur une théorie qui va être une théorie psychologique. La théorie psychologique, elle va fonder l'expérimentation psychologique dont je vais parler. Elle est aussi au centre des neurosciences cognitives, même si, comme l'a bien expliqué Jean, finalement, les neurosciences cognitives vont plutôt permettre de raffiner les modèles de psychologie, mais ce qui va intéresser dans la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est le comportement. Donc, la question elle s'adresse plutôt du côté de la psychologie. Et elle fait aussi des ponts avec les sciences sociales, qui n'est pas ma discipline principale, mais avec lesquelles il y a des liens évidemment naturels. Alors, l'approche des sciences cognitives, Jean l'a un petit peu expliqué, et je le redis avec mes mots et surtout de façon très simple. On va distinguer en fait 3 étapes, si on veut, dans le traitement d'un comportement. Il y a une phase qui va être plutôt ce qu'on appelle la perception visuelle, auditive, la perception de stimulus. Une phase de traitement qui se passe, on considère, dans le cerveau, éventuellement dans des sous-parties du cerveau, et on peut débattre à l'infini de où est-ce que ça se passe, est-ce que c'est dans un seul endroit ou plusieurs, ça, c'est pas vraiment la question qui se pose. Ce qu'on sait, c'est que ça se passe dans l'esprit humain, et ça donne lieu à un comportement, et nous, c'est ce qu'on veut regarder, c'est est-ce que ce comportement, c'est une action qui va être pro-climatique ou au contraire anti-climatique dans notre question. Et si on s'intéresse au stade de la perception, Jean nous a parlé beaucoup des biais cognitifs, et en fait, dès le stade de la perception, il y a des biais perceptifs qui peuvent être mis en évidence. Je ne vais évidemment pas rentrer dans les détails, mais simplement pour donner un petit cadre et une intuition. Un biais perceptif très simple, c'est une illusion, c'est l'illusion d'Adelson. Vous voyez les 2 carrés gris A et B. Si je vous demande lequel est le plus clair et lequel est le plus foncé, vous n'aurez aucun mal à dire que A est plus foncé et B est plus clair. Mais en réalité, ils sont exactement de la même teinte de couleur. Si vous voyez, je rajoute ces barres grises simplement pour vous les montrer. Eh bien, ce que je représente là, c'est un effet de contexte. C'est un effet de contexte dans le domaine visuel, mais il faut imaginer, et il faut me croire sur parole, mais Jean, je crois, vous a déjà donné des petites bribes comme pour vous montrer, que ces effets de contexte peuvent exister dans beaucoup d'autres domaines et dans le domaine cognitif aussi. Donc, je ne vais pas refaire l'exposé de Jean ici, mais il pourrait s'insérer à cet endroit-là de mon exposé. Il vous a brossé un certain nombre d'illusions cognitives, de croyances erronées, de mécanismes de rationalité limitée, les heuristiques du système 1 et du système 2 les heuristiques du système 1 qui vont être confrontés à la délibération du système 2, tout ça, je ne vais pas en parler. Ce qui est intéressant, c'est de voir, maintenant qu'on connaît ces biais, est-ce qu'il suffit d'expliquer l'inaction climatique? Alors, en fait, pas tout à fait, parce que même si on prend la France, Jean nous a parlé du cas des États-Unis, mais sur le cas de la France, on a un cas typique où finalement, il n'y a pas un problème de biais d'information, au sens où les derniers sondages Ipsos, et celui-là, il date de 2015, sur les valeurs des Français et leur attitude vis-à-vis du réchauffement climatique, montrent qu'on est à une très très large majorité de gens qui pensent qu'il y a un réchauffement climatique et qu'en plus, ce réchauffement climatique est dû à l'activité humaine. Donc, il n'y a pas un problème d'acquisition d'informations comme ça peut être le cas dans d'autres pays, notamment les États-Unis, où le champ politique est beaucoup plus polarisé sur cette question. Et pourtant, on voit que, y compris en France, on a du mal à suivre les trajectoires qu'on s'était données collectivement au travers des différentes COP, malgré les alertes récurrentes du GIEC, qui, ici j'ai remis les rapports qui remontent jusqu'à 1990, régulièrement sonnent l'alarme pour dire on est sur une mauvaise trajectoire. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on est, alors qu'on a des croyances qui ne sont pas si mauvaises, puisque quand je dis croyance, ça ne veut pas forcément dire fausse, ça veut dire simplement notre état de savoir et de croyance, elles correspondent à une réalité qui est partagée avec les scientifiques, mais pourtant, on n'a pas d'action. Alors, en sciences cognitives, on va explorer cette dimension-là en disant qu'il y a un gap entre l'intention et l'action. Un gap qui n'est pas absolu, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais ça veut dire qu'on ne fait pas assez. Ce gap intention-action, on peut l'expliquer de plusieurs manières, et les psychologues vont aborder la question en parlant de dragon d'inaction, parce qu'en fait, on peut définir un bestiaire, comme les gens nous ont parlé d'un bestiaire des biais cognitifs, il existe un bestiaire des dragons d'inaction, que je ne vais pas pouvoir non plus décrire en détail, mais je vais vous en donner quelques exemples qui permettront un peu de figer les choses. Et ces dragons d'inaction vont essayer de donner des mécanismes psychologiques qui font que les gens s'arrêtent au constat ou ne s'engagent pas dans des actions suffisamment transformatrices.
Alors, ce terme de dragon d'inaction, en fait, on le doit à un psychologue qui s'appelle Robert Gifford, qui a imaginé cette formule au début des années 2010 pour décrire ce qu'il appelait les barrières psychologiques à l'inaction. Et disons que le fond de cette pensée, c'était de dire les gens n'agissent pas et ils se justifient à eux-mêmes qu'ils n'agissent pas. De plusieurs façons. Il y a évidemment tous les cas qu'a cité Jean, ils peuvent manquer d'informations et autres, mais si on écarte ces cas-là, puisqu'on voit que ce n'est pas le problème, par exemple, dans la société française, pourquoi est-ce que les gens n'agissent pas? Eh bien, il peut y avoir plusieurs attitudes possibles, et des gens se sont emparés de ces questions, se sont amusés à faire le bestiaire et à l'illustrer. Donc là, je vous en ai mis quelques exemples. Il y a ce qu'on appelle l'aquabonisme, pardon, excusez-moi, qui va consister à dire, en fait, de toute façon, nous, notre empreinte carbone est ridicule, donc il ne sert à rien de faire quoi que ce soit, c'est perdu d'avance par rapport aux big players, comme on dit. Ou alors, il y a le catastrophisme, je crois, qui sera évoqué dans la suite, je crois, des autres exposés, qui consiste à dire, de toute façon, c'est perdu, donc il n'y a plus rien à faire. Il y a aussi d'autres formes un peu plus compliquées, qui vont être, par exemple, un perfectionnisme réglementaire, qui vont essayer de chercher la meilleure formule qui va faire que l'action ne va jamais avoir lieu, puisqu'on va s'enferrer dans l'action. Et en fait, toute cette littérature, elle existe depuis assez longtemps. En réalité, les psychologues se sont, depuis les années 90, intéressés de près à la psychologie du changement climatique, pourquoi les gens agissent, n'agissent pas, comment les gens s'engagent, avec une multitude de travaux. Et comme vous voyez, depuis les années 50, on peut faire une trajectoire exponentielle de travaux qui se publient dans la littérature scientifique, avec une explosion ces dernières années où je vous ai mis quelques références que je pourrais partager éventuellement si vous êtes intéressé. Alors, dans les mécanismes qu'on peut citer, parce que c'est sans doute ceux qui sont le plus représentés, y compris dans le débat public, on a mentionné Sébastien Boller, il y a les mécanismes de l'apprentissage par renforcement, dont on sait qu'ils vont pénaliser les récompenses à long terme. Cette pénalisation, c'est le fait que, pour une même récompense, si on vous la propose dans un délai court, vous allez la préférer à si on vous la propose dans un délai long. Mais ça va même jusqu'à préférer une récompense un peu moins importante si elle est programmée pour demain, par rapport à une récompense plus importante, mais qui est programmée pour dans une semaine, dans un mois, dans un an, ou dans 10 ans, ou dans 100 ans. Et ça, on voit tout de suite comment ça s'entrechoque avec la problématique climatique, puisqu'on est face à un problème des communs, on est face à un problème de décompte temporel, c'est-à-dire que le gain qu'on espère gagner en faisant des actions pro-climatiques, il va se révéler dans des dizaines et des dizaines d'années, peut-être même pas pour nous, mais pour les générations qui nous suivent. Et donc, on est face à ce dilemme qui est bien identifié dans la littérature économique et qui a percolé dans la littérature de la psychologie environnementale. C'est cette notion de temporal discounting. Et je peux vous renvoyer à un article que des collègues aussi de l'Institut du cerveau viennent de faire paraître, qui s'intéresse à comment notre système dopaminergique, qui est évoqué d'ailleurs par Sébastien Boller, dans des termes qui sont peut-être un petit peu galvaudés et un tout petit peu trop vulgarisés à notre goût, va implémenter ces processus d'arbitrage entre des récompenses à court terme et des récompenses à long terme. Mais il y a un autre aspect qui est d'ailleurs moins bien exploré par les psychologues, mais qui a été poussé, si on veut, par les gens qui font de l'étude du comportement animal, c'est la notion d'habitude comportementale, parce que on voit qu'un des facteurs qui pousse à l'inaction climatique, c'est que les gens restent dans leurs actions habituelles. Ils ne changent pas leur trajectoire d'action. Et en fait, on a aussi des bons arguments, y compris venant de la littérature des neurosciences comportementales, pour expliquer comment les systèmes cérébraux ont tendance à stabiliser les comportements, parce que c'est une des vertus du système qu'on va appeler cortico-striatal, le système qui boucle tout le cerveau avec ce système dopaminergique, qui est un système important dans le traitement des récompenses. Alors, comment on fait pour faire changer les gens, pour leur faire quitter leurs habitudes? Eh bien, une des stratégies qu'ont trouvées les psychologues et qui a été testée en conditions réelles avec des effets intéressants, c'est que plutôt que de chercher à faire changer les gens à tout moment, n'importe quand, il faut plutôt viser des périodes, des fenêtres d'opportunité, on appelle ça, et notamment lorsque les gens vivent un changement majeur dans leur vie. Et l'exemple qui est donné, c'est par exemple lorsque les gens déménagent, c'est beaucoup plus facile de faire abandonner la voiture à quelqu'un qui vient d'emménager dans un nouveau quartier, plutôt que quelqu'un qui a vécu depuis 10 ans dans ce quartier-là et qui a forgé toutes ses habitudes autour de son fonctionnement avec sa voiture individuelle pour faire ses déplacements de moins de 5 km. Et en fait, dans cet article-là de Verplanken, qui est un psychologue qui s'intéresse beaucoup aux habitudes et aux mécanismes des habitudes, il montre que, en fait, si on s'intéresse à ce groupe de personnes et qu'on fait une étude bien faite, c'est-à-dire avec des gens
qui déménagent et d'autres qui ne déménagent pas, on leur donne les mêmes instructions, les mêmes recommandations, les mêmes accompagnements. Ceux qui viennent de déménager ont un esprit plus disposé, plus flexible, diraient les psychologues cognitifs, et donc sont plus prêts à changer leur comportement et à adopter des comportements vertueux. Donc voilà une des pistes qui peut émerger de ce que nous dit la psychologie des habitudes. En fait, plus généralement, l'approche qui est prônée dans ce domaine-là, c'est d'avoir une approche evidence-based, parce que ce que l'on voit, c'est que finalement, la théorie, il y a beaucoup de pistes possibles, mais en fait, dans la pratique, il y a plein de contextes spécifiques, de difficultés qui vont se jouer. Et j'aime bien citer l'exemple de ces approches-là qui vont mixer à la fois des approches d'économie expérimentale qui vont par exemple consister à dire « et si on payait les gens pour avoir un comportement plus vertueux » ou est-ce que si on taxait les comportements qui sont négatifs, ou alors est-ce qu'on utilise des nudges, vous savez, ces façons un petit peu subtiles de transformer l'environnement pour que les gens spontanément aillent plutôt vers un comportement vertueux que le comportement par défaut soit plutôt vertueux. Ou bien simplement en leur donnant de l'information sur la pollution de leurs gestes quotidiens, par exemple. Et puis, ça croise la littérature de la psychologie médicale où il y a eu toute une recherche qui est depuis longtemps sur comment on fait changer les gens, leur comportement, y compris dans des domaines où le gain à court terme est bien plus élevé que pour le changement climatique. Lorsqu'on doit faire cesser à quelqu'un une addiction, eh bien, l'enjeu pour la personne est vraiment, se joue à l'horizon de quelques années pour sa survie. On voit bien que l'enjeu est bien plus élevé, et même là, on a du mal parfois à faire changer les habitudes. Un exemple très récent de ce type d'approche a été fait dans la réduction de l'obésité. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que dans cette étude-là, ils ont fait une approche qui était très ouverte sur le plan théorique en disant « Écoutez, on n'a pas de bonne théorie, on devrait quand même en être sûr. On a demandé à plein d'experts de nous proposer différents types d'interventions et on va toutes les comparer. » Et ils ont fait 54 interventions qu'ils ont construites avec 61 000 personnes et ils les ont tous distribuées. Et en fait, ils ont abouti à des interventions. Donc là, je vous ai mis le graphique, il ne s'agit pas de lire en détail. Simplement, par exemple, là, ils se sont rendus compte que pour inciter les gens, ce qui marchait le mieux pour emmener les gens à la salle de sport de façon régulière, c'était de leur donner un bonus, de leur faire une petite incitation financière lorsqu'ils revenaient après avoir manqué. C'était ça qui maintenait les gens le plus longtemps dans une trajectoire régulière sur des exercices physiques. Donc, ce n'était pas du tout attendu nécessairement par les experts, parce qu'il y avait plein d'autres facteurs qui pouvaient jouer, mais c'est ce qui a marché dans ce cas-là. Donc, il faut vraiment avoir cette approche très empirique pour pouvoir avoir ce genre de conclusion. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le schéma que je vous ai donné, c'est un schéma très individuel, c'est le fonctionnement de l'esprit un peu hors sol, et en réalité, on est pris dans un environnement et social et géophysique, et nos actions vont avoir, et c'est ce qu'on cherche même, un effet sur l'environnement, et potentiellement le meilleur possible qui soit. Donc cet environnement va se transformer, et ça va changer notre perception de l'environnement, à la fois notre environnement social, notre perception de l'environnement social et l'environnement physique. Et ça, c'est un point important, c'est que notre cerveau, ce n'est pas seulement un cerveau qui est capable de faire des apprentissages, d'encoder des habitudes, c'est aussi un cerveau social pour lequel on a développé au fil de l'évolution de l'espèce, des aptitudes très spécifiques à détecter un certain nombre de signaux sociaux, de mécanismes sociaux. Et en fait, on peut utiliser ces mécanismes-là pour engager et faire adhérer les gens à des comportements pro-climatiques. Des exemples qui sont donnés, vous avez peut-être vu ça, maintenant les fournisseurs d'électricité vont vous donner votre consommation par rapport aux foyers similaires. Et vous allez avoir une forme de comparaison sociale et comprendre que finalement, la norme dans votre quartier ou dans les foyers similaires aux vôtres, finalement, c'est de baisser votre consommation. Donc, si vous êtes au-dessus de la norme, vous vous dites « Ah, peut-être que je devrais changer ». Alors que quand la norme n'est pas connue, parce que vous ne savez pas ce que consomme votre voisin, eh bien, vous n'avez aucun repère et du coup, c'est plus difficile de s'engager dans une transition. De même, des effets de réputation. Il a été montré que les gens peuvent être très sensibles aux effets de réputation. En Angleterre, c'est une démarche qui avait été proposée de dire aux gens, les gens qui font des efforts pour ne pas utiliser leur voiture, on peut leur mettre un sticker vert sur leur plaque d'immatriculation, ce qui montre que finalement, autour d'eux, ils vont voir qu'il y a des gens qui font des efforts. Et du coup, ils auront plus tendance à faire des efforts eux-mêmes. Parce qu'enfin, on est très sensible à la justice. Et ça, c'est un des mécanismes les plus forts. Dans l'exemple que je donne ici, c'est une étude qui a été faite où les chercheurs ont essayé d'identifier quels étaient les facteurs qui provoquaient le plus d'adhésion ou pas aux actions, aux politiques pro-climatiques. Et ce qui sort le plus, c'est l'équité, la notion d'équité. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ceux
qui vont être impactés, sont impactés pas de façon complètement disproportionnée par rapport aux autres, même si au global, c'est plus efficace. Et en fait, on voit ça, on l'a vu à l'époque des Gilets jaunes, peut-être, c'était un des mouvements enfin, un des motifs d'engagement dans ces actions-là. Mais on le voit encore aujourd'hui sur les avions, par exemple, les gens disent, est-ce que c'est juste finalement d'empêcher des gens qui sont très riches de voyager? Et la question de la justice, parfois, prend le pas même sur la question de l'efficacité climatique. Dans tous les cas, il faut bien constater le fait que l'action individuelle ne suffit pas. Et je crois que c'est important de le rappeler. Ça, c'est l'étude de Carbone 4, ce cabinet qui avait fait cette étude en essayant d'identifier tous les leviers accessibles aux individus, aux ménages en l'occurrence, que ce soit des investissements ou pas. Donc, par exemple, dans l'alimentation, c'était passé à un régime végétarien. Donc, c'était des gens qui seraient vraiment avec un comportement héroïque, qui feraient le maximum. De toute façon, on n'atteindrait pas, en partant de l'état actuel du bilan carbone, de l'empreinte carbone de chaque Français, les objectifs de 2 degrés qui seraient d'atteindre les 2 tonnes par Français. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi des transformations qui vont être au-delà de l'action individuelle. Et donc, c'est une affaire collective. Et ça aussi, on commence à avoir des données qui montrent qu'on peut jouer aussi sur les facteurs individuels pour engager l'action collective. Le fait de commencer à faire des petits gestes peut emmener les gens vers l'action collective, mais ça peut être à double tranchant, et ça, c'est une étude de Nash qui l'a montré. Le fait de s'engager sur un comportement individuel peut parfois faire en sorte de dire, amener les gens à dire, du coup, j'ai fait ma part et j'en fais pas plus. Et donc, ne pas aller vers le collectif. Il y a aussi une thématique qui est plus récente, mais qui commence à être explorée par les psychologues, c'est la dimension plus expérientielle et narrative dans l'engagement dans l'action, avec des gens qui vont sentir leur valeur, leur self, comme les Kurzweil et Posner le posent, s'exprimer lorsqu'ils vont s'engager pour le climat. Et puis, bien sûr, il faut que toutes ces actions de transformation de l'action individuelle ou interindividuelle doivent aussi s'accompagner de transformations plus politiques et organisationnelles sur lesquelles on peut aussi réfléchir aux mécanismes d'engagement qui peuvent être plutôt du type psychologie des organisations et des choses comme ça. Je ne voudrais pas terminer sans dire que, j'ai parlé essentiellement de climat. La thématique, je crois, générale du webinaire parle aussi de biodiversité, et c'est un point important. Je ne le mentionne pas, mais finalement, un certain nombre de facteurs qu'on retrouve ici sont à la fois bons pour le climat et bons pour la biodiversité. Donc, c'est un point qu'on peut mettre en commun, si on veut. Et puis, je n'ai pas du tout mentionné cet aspect-là non plus, c'est qu'il n'y a pas qu'une question d'action au niveau psychologique, il y a aussi le ressenti et du dérèglement climatique. Et je vous renvoie à un ouvrage d'Antoine Pellissolo, qui est professeur de psychiatrie, et de Célie Massini, qui s'intéresse aux émotions du dérèglement climatique. Et j'entendais une question tout à l'heure des étudiants. Et effectivement, on commence à voir aussi la dimension impactante sur la psychologie du dérèglement climatique. Donc, pour résumer, par rapport au titre que j'avais donné, j'avais bien dit terrasser les dragons d'inaction climatique avec les sciences cognitives. Et donc, ça veut dire que les sciences cognitives et comportementales ont leur mot à dire, mais surtout pas le dernier mot. Et je pense qu'il faut faire attention à garder cette pluridisciplinarité d'approche et la complémentarité, parce que ce qu'on voit à l'échelle individuelle, de toute façon, ne permet pas de passer à l'échelle au niveau d'une société. Qu'on a un corpus qui est riche et pluridisciplinaire et dont il faut profiter, mais ce qui va être, à mon avis, le facteur déterminant, c'est d'utiliser des méthodologies éprouvées pour évaluer les interventions, pas seulement au niveau individuel, aussi au niveau collectif, comment on peut transformer tout un quartier avec des interventions multidisciplinaires. Et puis, comme je le disais, les changements systémiques sont indispensables et on ne peut pas se contenter de dire adressons la question de l'inaction individuelle pour voir ce qu'on peut faire, parce que si on fait ça, on va louper l'essentiel du problème qui est le changement systémique qui est devant nous. Et enfin, ça c'est un message aux collègues, à la communauté scientifique. Je crois qu'en tant que scientifique, là où on peut avoir une voix qui porte, c'est de justement défendre la méthodologie scientifique, l'approche, l'expertise. On l'a vu quand on a réussi à faire basculer ou quitter la scène, le climato-scepticisme, c'est parce que les scientifiques ont dit, nous, on fonctionne comme une communauté scientifique, dans un espace de dialogue scientifique, et on a confiance dans l'institution scientifique. Ça a valu dans le cadre du climato-scepticisme. Je pense que ça a valu aussi dernièrement dans la question de l'adhésion à la vaccination dans le cadre de la pandémie Covid. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut mobiliser tout à chacun en disant « moi, je suis scientifique et je pense que la science a quelque chose à dire sur la transition écologique et il faut écouter les experts, il faut se donner les moyens de faire ça d'une manière la plus scientifique possible. »
Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous mets ici le lien vers la plateforme de recherche de l'Institut du Cerveau. Si vous êtes intéressé par le genre d'études que j'ai évoquées ici, on en mène certaines à l'Institut du Cerveau, donc vous pouvez vous renseigner sur le site qu'on a. Et puis, je vous laisse avec cette illustration de Saint-Georges terrassant le dragon que vous pouvez voir à Londres et qui est peut-être un signe d'espoir pour la suite. Merci. Alors, il y a une question dans le chat qui a été posée précédemment par Marianne Cohen sur les co-anxiétés. Donc, comme vous le signaliez à la fin de votre exposé, peut-être que vous pouvez rebondir. Marianne demande, est-ce que ce n'est pas l'inverse du biais d'optimisme? Question importante pour les enseignants. Alors, comment vous pourriez évoquer, vous, les co-anxiétés du point de vue des sciences comportementales? On peut voir le biais d'optimisme comme la face opposée du pessimisme et donc, par exemple, d'une tendance dépressive où qu'on voit chez les dépressifs, il y a moins de biais d'optimisme que chez les gens non dépressifs. Et donc, le biais d'optimisme, effectivement, est d'une certaine façon absent ou est l'inverse de ce qu'on peut voir dans le cadre de l'éco-anxiété quand les gens se craignent pour l'avenir à un tel point qu'ils se disent qu'il n'y a plus d'espoir possible, etc. Donc, il y a un symétrique probablement à voir. Après, le biais d'optimisme, il consiste plutôt à regarder l'action individuelle. Traditionnellement, quand on parle d'optimisme, on parle de l'optimisme par rapport à soi. Et c'est d'ailleurs un phénomène qui existe socialement, qui a été bien décrit dans la société française, où les gens disent « la société va mal, mais à ma vie, moi, ça va aller pas trop mal ». Et en fait, on voit vraiment une dissociation entre les pays anglo-saxons et la France de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'on a une dissociation entre l'optimisme pour soi et le pessimisme pour la société qu'on voit moins dans d'autres pays, je crois, dans les enquêtes d'opinion. Vous avez bien expliqué qu'en fait, tout cela, ça concerne plutôt finalement l'individu. Et moi, je me posais la question en fait de savoir si au fond, tous ces mécanismes psychologiques étaient différents éventuellement en fonction des catégories de personnes, donc les classes d'âge, les classes socio-professionnelles, les gens qui étaient plus ou moins engagés dans l'action, par exemple, les gens qui étaient engagés dans l'associatif, les politiques, par rapport aux citoyens non engagés. Mais peut-être que ça, c'est d'autres domaines, en fait. C'est peut-être des études de sociologie, ça. Alors, vous l'avez bien dit, en fait, on est à la croisée des champs de la sociologie, de la psychologie sociale, mais il y a quand même maintenant des études qui commencent à s'intéresser, par exemple, aux traits de personnalité qui favorisent l'engagement. C'est des choses qui n'étaient pas très explorées jusqu'à présent, mais ça s'est fait notamment sur des engagements dans d'autres domaines politiques. Les gens se sont intéressés aux traits de personnalité qui faisaient que les gens s'engageaient vers telle ou telle orientation politique. Et on commence à avoir des données dessus. Après, là où vous avez raison, c'est qu'évidemment, c'est contextuel. Il y a des très beaux travaux qui montrent que les traits d'histoire de vie, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les expériences vécues, y compris dans l'enfance, et par exemple, le fait d'avoir une enfance avec des sources de violence intrafamiliale ou des sources d'incertitude, par exemple, des enfants qui étaient dans des familles où le risque socio-économique était très fort, vont pas avoir les mêmes degrés d'impulsivité, par exemple, les mêmes biais d'impulsivité, les mêmes tendances à préférer des récompenses à court terme qu'à long terme que des enfants qui ont été élevés dans des environnements plus stables. Donc, il y a aussi des facteurs interindividuels qui jouent et qui peuvent, qui vont moduler tous les biais dont on parle et même la réponse à des actions individuelles, oui, ça c'est certain. Il y a des questions dans le chat qui portent sur l'influence qu'on peut exercer auprès de différentes catégories de la population, mais par exemple, l'influence des informations. Martin Dessart demande, est-ce qu'il faudrait mentir aux gens sur les normes, alors montrant systématiquement qu'ils sont au-dessus de la norme afin de suggérer de réduire leur consommation. Autrement dit, l'information peut être manipulée pour finalement… Alors, l'efficacité de mentir aux gens, je pense qu'elle n'est pas démontrée. On sait très bien que le marketing peut parfaitement réussir à mentir aux gens sans problème et ça peut marcher. Le problème de cette option-là, évidemment, c'est qu'on est sur des systèmes à temps long et donc la réputation, une fois qu'elle est fragilisée, on la retrouve pas facilement. Donc, en fait, le problème du mensonge d'État, c'est que dès qu'il est découvert, tout le château s'effondre et l'action devient impossible, en fait. L'action collective devient impossible. Donc, en fait, surtout, il n'y a pas forcément besoin de mentir aux gens. C'est ça l'espoir qu'on peut quand même avoir, c'est-à-dire que
en croisant les différents niveaux, c'est-à-dire à la fois en engageant les gens dans leur quartier, en leur montrant que les gens comme eux sont aussi impliqués, en faisant ce qu'on appelle du common knowledge, c'est-à-dire en montrant aux gens que finalement, il n'y a pas qu'eux qui sont inquiets pour le climat, mais il y a plein de gens autour d'eux qui sont aussi inquiets et qui sont prêts à se mobiliser. Mais il n'y a pas forcément besoin de mentir, on peut leur dire, voilà, les normes du quartier, c'est ça, et puis allons-y collectivement, est-ce qu'on peut même baisser tous ensemble le quartier? Donc, on commence en plus à avoir des outils qui permettent assez facilement de faire des réseaux sociaux comme ça, de quartier ou locaux en tout cas. Et donc, je ne suis même pas sûr qu'on ait besoin de mentir aux gens, même si tant est qu'on voudrait même. Il y a un dernier point peut-être à évoquer, c'est la question des politiques. On dit souvent que les politiques sont plus lents finalement que la société à changer et à percevoir justement les risques environnementaux. Comment est-ce que vous voyez, vous, la question de justement, la perception qu'ont les responsables politiques des crises environnementales? Là, je ne m'aventurerai pas forcément sur… je ne sais pas s'il existe des travaux spécifiques sur le monde politique et ces questions-là. Après, ce qui est certain, c'est que tout le monde est dans des coûts-bénéfices et les hommes politiques et les femmes politiques, comme n'importe qui, doit arbitrer entre un coût qui peut être un coût politique et qui joue sa carrière versus un temps long, des incertitudes. J'avais pas le temps, mais dans les facteurs de l'inaction climatique, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'espace de négociation morale qui a été décrit par des psychologues comme Daniel Bateson aux États-Unis, qui montre que dans une situation où on doit faire on doit faire une action à caractère moral, et l'exemple qu'il donne est un exemple assez trivial, c'est-à-dire qu'il met les gens dans une situation où ils vont rentrer dans une pièce, on leur dit vous tirez la pièce au hasard, si c'est pile, vous gagnez 5 $, si c'est face, vous ne gagnez pas. Vous nous dites en sortant, est-ce que c'est pile ou face qui est sorti? Et il filmait les gens. Et en fait, ce qu'il montre, c'est que les gens, ils vont pas forcément de façon effrontée dire j'ai fait pile alors qu'ils ont fait face, mais ils vont lancer la pièce et puis ils vont dire ce premier lancer, on va dire que c'était un coup d'échauffement. Ils vont retenter en se disant maintenant je vais relancer, puis cette fois-ci j'ai bien pile et j'ai gagné. Et ils se glorifient que finalement ils ont été tout à fait honnêtes parce qu'ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient la tâche et par chance ils ont gagné. Eh bien, je suis pas certain que ce serait pas différent chez certains personnels politiques où les gens se disent je fais ça, mais en fait, c'est une façon de mieux y arriver parce que c'est plus compliqué et ils sont pris dans des lots de contraintes aussi qui sont très compliqués. Donc, je pense que chacun négocie comme il peut. Mais voilà, après, l'expérience, je ne connais pas de données empiriques sur cette question-là, mais peut-être qu'elles existent. Je serais preneur s'il y en a qui en connaissent. Je suis Gunnar Declercq. Je suis accompagné de Steve McCrane, mon collègue. Donc, on est du laboratoire COSTEC de l'Université de technologie de Compiègne. Et donc, nous allons vous proposer ici un autre angle d'attaque, en quelque sorte, pour tenter d'expliquer l'inertie face à l'urgence climatique et environnementale, l'inertie que beaucoup constatent. Donc, des arguments qui sont pas alternatifs à ceux qui ont été évoqués dans les deux présentations précédentes, à savoir relatifs aux mécanismes cognitifs, mais qui sont un peu dans notre registre et qui consistent à interroger, disons, les cadres généraux de pensée, et plus exactement la manière dont on conçoit le temps, la temporalité, et dont on donne une réalité à l'avenir. Donc des arguments qui ont trait à ce qu'on pourrait appeler notre métaphysique. Alors c'est un peu un gros mot, hein, mais on va revenir sur ce terme. Donc, pour présenter ces quelques pistes d'arguments alternatifs, on va vous présenter la pensée de Jean-Pierre Dupuy, qui est un philosophe français qui a développé ce qu'il appelle le catastrophisme éclairé. Et on va présenter cette pensée à partir d'une controverse qui a opposé Jean-Pierre Dupuy aux collapsologues et qui a trait controverse autour du statut qu'il faut donner à la catastrophe, plus exactement à l'effondrement possible de nos sociétés. Donc, Steve va vous présenter la collapsologie et ensuite, moi, j'en viendrai à la pensée de Jean-Pierre Dupuy. Alors, sur la collapsologie, donc, bon, c'est pareil, hein, je vais la présenter d'une certaine manière en survolant certains détails. On pourrait la présenter de plusieurs manières, évidemment.
Mais un des points essentiels, me semble-t-il, de la collapsologie, c'est notamment le fait qu'elle se base sur des études et sur la modélisation et ce qu'on a appelé aussi les sciences du système Terre. Et dans ce contexte, une des études souvent citées et qui est assez, qui sont des précurseurs, un de ceux qui ont en premier parlé d'effondrement, c'est donc le rapport Meadows, qui date de 1972, Limits to Growth, les limites à la croissance, qui ensuite, 20 ans plus tard, disons que le modèle qui a servi dans ce premier rapport a été actualisé et comparé aux données. Il y a donc eu un deuxième rapport qui s'appelait Beyond the Limit, au-delà des limites, en 1992. En 2002, donc 30 ans plus tard, il y a donc eu un autre rapport qui était justement 30 Year Update, donc l'actualisation 30 ans plus tard du rapport Meadows de 1972. Et disons que cette activité de modélisation et ces rapports ont donné un fondement, on va dire, de ce point de vue à la notion d'effondrement. Alors, dans ce rapport, notamment, Denis Meadows, que vous avez sur la photo à gauche, et sa femme, Donella Meadows, qui est décédée en 2001, notamment, ils insistaient sur un concept qui est le concept de overshoot, donc dépassement, en anglais et en français. Alors, comment comprendre ce concept de dépassement? Eh bien, bon, avec une logique, si on compare ce qu'on pourrait appeler la biocapacité de la Terre et l'empreinte écologique humaine. Bon, alors je développe pas ces concepts qui ont une formalisation, une manière d'être mesurée quantitativement. Mais bon, on peut se rendre compte, en tout cas, qu'on est en dépassement, c'est-à-dire que l'empreinte écologique humaine dépasse la biocapacité de la Terre. Depuis déjà peut-être sur ce graphique, on voit depuis un petit peu, enfin depuis en tout cas les années 80. Je rappelle juste que tous les ans, il y a une date en fait de dépassement et actuellement, si on suit un petit peu ces dates, on se rend compte qu'à la moitié de l'année, au mois de juillet, août, on est déjà en dépassement selon cette définition. Donc, en fait, c'est ce travail de modélisation et de projection de scénarios a conduit donc ces auteurs a affirmé donc qu'il craignait que les politiques actuelles ne conduisent à un dépassement et à un effondrement en raison d'efforts insuffisants pour anticiper et faire face aux limites écologiques. Concrètement, dans ce contexte-là, on peut se poser la question un petit peu, c'est volontairement un peu caricaturé, polarisé, mais transition ou effondrement? Et effondrement. Est-ce que les deux, est-ce qu'on a l'alternative? Est-ce qu'on peut penser la transition sans effondrement ou est-ce que nécessairement il va y avoir un phénomène d'effondrement avant de penser à une transition ou en tout cas une transition passerait-elle nécessairement par un effondrement ou est-ce que on peut réaliser une transition sans effondrement? Donc là, j'ai remis, par exemple, à gauche de l'écran, les projections du rapport Meadows de 1972 qui ont été comparées finalement avec des données observées entre 1972 et 2002. Donc vous voyez sur ce graphique, il y a 3 scénarios qui sont représentés. Un scénario, donc bon, d'abord à gauche dans la partie grisée de ce graphique, donc ce sont ce qu'on appelle les données qui ont permis de calibrer le modèle. Donc là, c'est sur la population. Donc on a pris l'évolution de la population entre 1900 et 1970. On s'est assuré que le modèle, en tout cas, fonctionnait et reproduisait ces données de population. Et donc après 1972, ce qu'on observe, ce sont des scénarios, donc des projections d'hypothèses. Et donc là, il y a 3 scénarios qui sont représentés. Le scénario monde stabilisé avec des petits carrés bleus.
le scénario standard run, c'est-à-dire ce qu'on appellerait en français un scénario tendanciel, c'est-à-dire si les choses continuent à évoluer comme elles ont évolué par le passé, donc en vert là, et le scénario comprehensive technology, c'est-à-dire un scénario technologique où on investit dans les technologies pour entre guillemets solutionner ou apporter une solution aux limites qu'on a par rapport à la croissance. Et puis, on voit pas très bien, mais il y a donc les données observées entre 1972 et 2002 qui sont représentées en violet finalement avec des petits ronds là. En fait, on ne voit pas très bien parce que ces données se superposent en fait aux deux scénarios qui sont les scénarios tendanciels et on va dire technosolutionnistes pour lui donner un nom en français rapidement. Et donc, dans ces deux scénarios, en tout cas, ce qu'on observe, c'est que les courbes augmentent jusqu'à un certain moment et après chutent. Et donc, concrètement, un effondrement à la base du point de vue de la modélisation, du point de vue de la projection de scénarios, c'est ça, un effondrement. C'est donc une diminution importante, dans ce cas-là, de la population. Donc, en fait, on a deux courbes à droite qui représentent paradigmatiquement ce qu'on peut entendre, une manière de comprendre la transition versus l'effondrement. La transition, c'est qu'on est justement dans une phase d'augmentation intense, exponentielle, mais on arrive à stabiliser les choses de manière à arriver à un plateau. Et donc, on a une courbe en S typique, une sigmoïde, qui représenterait la transition. Et juste en dessous, l'effondrement, qui impliquerait qu'en fait, on a déjà dépassé certaines limites, peut-être pas des limites seulement de ressources, mais en fait des limites écologiques de la capacité de la Terre à encaisser, on va dire, et donc nécessairement il va y avoir une chute, alors que c'est celle de la population ou si c'est une autre variable qu'on suit, ça pourrait être une autre variable. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que le point de vue des collapsologues, c'est de prendre acte, en fait, de ces travaux de modélisation, de ces données, et si on les compare, effectivement, on se dit qu'on est sur la trajectoire, on est dans la situation d'un effondrement, donc que l'effondrement, alors là, on parle de l'effondrement peut-être d'un monde, c'est à discuter aussi, c'est peut-être pas l'effondrement du monde en général, mais en tout cas, l'effondrement d'un monde est certain. La transition, ce qu'on pourrait penser, la transition vers un développement durable sans passer par un effondrement, c'est impossible. En fait, il est trop tard. Donc, même Denis Meadows, par exemple, a dit ça à certains moments. Il est trop tard pour le développement durable. Et donc, cette idée d'effondrement, collapse en anglais, en France, disons qu'il y a des personnes comme Yves Cochet, Agnès Sinaï avec l'Institut Momentum qui sont connus quand on parlait déjà depuis un certain temps. Aux États-Unis, il y a des auteurs, toute une littérature sur collapse aussi, comme Jared Diamond, pour en citer quelques-uns. Mais donc la collapsologie, le terme a été proposé par Pablo Servigne et Raphaël Stevens en 2015 avec ce bouquin à droite, là, comment tout peut s'effondrer, dans ce bouquin, où il présente la collapsologie comme l'étude transdisciplinaire de l'effondrement de la civilisation industrielle. Donc, quand on parle d'effondrement, effectivement, on ne parle pas de l'effondrement du monde en général, mais peut-être de ce que eux nomment la civilisation industrielle. Alors après, il y a un autre bouquin à gauche qui aussi prolonge, développe cette idée, qui a été publié en 2018, Une autre fin du monde est possible. Et j'ai rappelé, parce que c'est des liens avec ce qui ont été dit avant, mais je ne vais pas en parler ici, mais en 2017, ils ont publié aussi, en tout cas Pablo Servigne avec Gauthier Chapelle, un bouquin sur l'entraide, l'autre loi de la jungle, où justement il reprend les mécanismes de coopération et les manières de favoriser en fait les comportements prosociaux. Donc voilà, c'était pour situer les collapsologues dans le débat qui va suivre avec Lina.
Merci Steve. J'en viens à la pensée de Jean-Pierre Dupuy, qu'il développe sous le nom de catastrophisme éclairé. Alors, je l'indique tout de suite, la pensée de Jean-Pierre Dupuy, elle n'est pas facile à comprendre, hein, d'une part, parce qu'il développe une argumentation philosophique exigeante, et d'autre part, et surtout, parce qu'il développe des idées qui vont à l'encontre d'une partie de nos conceptions parmi les plus ancrées, en particulier notre représentation ordinaire du temps. On va dire que Dupuy il bouscule notre manière de donner une réalité à l'avenir, donc de nous y projeter. Il développe une position qu'on peut littéralement qualifier de paradoxale, c'est-à-dire de contraire à notre doxa, nos croyances les plus ancrées. Mais avant de présenter donc le catastrophisme, je vais revenir sur la critique que Dupuy fait au collapsologue, qui aide à bien comprendre sa position. Donc Dupuy, sur le fond, il est d'accord avec les collapsologues qui sont, comme lui, catastrophistes. Ils annoncent une catastrophe à venir. Mais par contre, il est en désaccord avec eux sur la manière de prophétiser cette catastrophe, la manière de l'annoncer. Et en désaccord avec eux sur la manière de jouer du scénario du pire. Donc en fait, pour Dupuy, le discours de la collapsologie, dont vous avez un petit peu parlé, Steve, il y a quelques instants, donc qui consiste à présenter l'effondrement comme une certitude et un fait à venir, alors sur la base de tout un ensemble de données scientifiques, hein. Mais ce discours-là, pour Dupuy, il s'inscrit dans un régime de discours prophétique. Et il correspond plus exactement à un type de prophétie qu'on appelle la prophétie de malheur. C'est une sorte de stratégie rhétorique, si vous voulez, qui consiste à prédire un événement en comptant sur le fait que cette annonce va avoir sur le public un effet qui va permettre d'éviter que l'événement en question ne se réalise. Alors ce type de stratégie rhétorique, hein, il est assez répandu en fait, finalement assez banal. Dupuy donne par exemple l'exemple de Bison Futé. Donc Bison Futé, vous savez, l'organisme qui s'occupe du trafic routier en France. Donc Bison Futé, quand il y a des départs en vacances et que les routes risquent d'être fortement congestionnées, ce qu'il fait, c'est que la veille, il annonce qu'entre telle heure et telle heure, tel jour, on est dans le rouge, la circulation va être très difficile et ça va bouchonner un petit peu partout. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Non pas parce qu'il a prédit ce qu'il allait se passer, mais il fait ça précisément pour décourager les automobilistes de prendre la route ce jour-là. Donc en fait, c'est précisément pour éviter que cela n'arrive qu'il annonce cela. Il s'agit d'une prophétie auto-invalidante. Donc pour Dupuy, la collapsologie, c'est précisément ce qu'elle fait. Le problème, c'est que cette stratégie, selon Dupuy, elle ne fonctionne pas quand on l'applique. Elle ne fonctionne pas parce qu'elle contribue à installer un climat de panique, elle contribue à démotiver les agents et elle entretient une forme de fatalisme, si vous voulez. Et Dupuy, il dit, hein, annoncer que la catastrophe est certaine, c'est contribuer à la rendre telle. Alors Dupuy, pour autant, il ne cautionne pas les discours alternatifs anticatastrophistes de ceux qu'il appelle les optimismes béats et autres aveugles bienheureux, c'est-à-dire de ceux qui estiment que de toute façon les choses vont s'arranger. C'est-à-dire on va trouver des solutions. Le technosolutionnisme, notamment, s'inscrit là-dedans. Pour Dupuy, ce discours est au moins aussi dangereux que celui de l'écolapsologue, que celui des collapsologues, excusez-moi. En fait, pour Dupuy, ces deux discours, ils incarnent des formes d'excès qu'on pourrait qualifier de symétriques face à la perspective de la catastrophe. Et alors, le premier discours, celui des collapsologues, il y croit trop à la catastrophe. Le second discours, celui des optimismes béats, il n'y croit pas assez. Et donc, ce qu'il faudrait, nous dit Dupuy, c'est une position qui combinerait en quelque sorte les deux démarches. C'est-à-dire qui prophétiserait que la catastrophe est certaine, de manière à susciter une réaction, et qui en même temps tiendrait la catastrophe pour évitable, de manière à éviter le fatalisme et la démobilisation. Alors pour Dupuy, il y a toutefois un problème du fond de la catastrophe, c'est que la catastrophe, par principe, en quelque sorte, c'est pas quelque chose qui nous apparaît comme possible, et c'est pas quelque chose que l'on peut anticiper.
Dupuis nous dit qu'on ne croit à l'éventualité de la catastrophe qu'une fois celle-ci advenue, donc trop tard. Donc, Dupuis s'appuie notamment sur la pensée de Bergson sur ce point, Bergson qui montre que la catastrophe, elle est impossible jusqu'à ce qu'elle arrive. Et elle ne devient possible qu'en se réalisant. C'est-à-dire qu'une fois que la catastrophe est arrivée, on y croit et on se dit qu'elle était possible. Et ce que nous dit Bergson, en fait, c'est qu'elle n'était pas possible avant d'arriver. Elle ne l'est que rétroactivement possible. Donc ça, on va dire, c'est de l'argumentation philosophique, mais en fait, Dupuis nous donne tout un ensemble d'exemples à partir des grandes catastrophes qui ont secoué le XXe siècle de ce processus, de ce phénomène. Il nous explique, par exemple, il nous donne par exemple le cas d'un agent du FBI qui rapporte que la veille des attentats du 11 septembre 2001, tout le monde savait, c'est-à-dire qu'on avait des sources qui indiquaient ce qui allait arriver, qui indiquaient que l'attentat allait se produire, mais personne n'y croyait. Personne n'y croyait parce que ça semblait impossible. Ça ne faisait pas partie de ce qui pouvait arriver. Et donc, une conséquence problématique de cela pour Dupuis, c'est que la catastrophe, du coup, elle échappe par principe au champ d'exercice de la prévention des risques et du fameux principe de précaution. Parce qu'on ne peut pas prévenir ce qui ne peut pas arriver. Et pour Dupuis, de toute façon, même à supposer que l'on parvienne à possibiliser la catastrophe avant qu'elle n'arrive, eh bien, ça ne suffirait pas encore à prendre la mesure de la catastrophe. Parce que appréhender la catastrophe comme une possibilité, une simple possibilité, comme on dit, eh bien, c'est la voir comme quelque chose d'évitable, de contingent. Ça empêche de la prendre au sérieux, en quelque sorte. Et donc, pour Dupuis, le fond du problème, eh bien, est conceptuel. Et plus exactement, il est métaphysique. On se représente l'avenir comme un catalogue de futurs possibles, et ces possibles, par définition, ils n'ont pas encore de réalité. Et ils pourraient très bien ne jamais en avoir, puisqu'ils ne sont que des possibles. Il ne s'agit que de simples possibilités. Et donc, pour Dupuis, c'est cette déréalisation de l'avenir, comme il l'appelle, qui constitue l'obstacle majeur ici. Et je cite Dupuis, Dupuis nous dit « Car si l'avenir n'est pas réel, la catastrophe future ne l'est pas davantage. Croyant que nous pouvons l'éviter, nous ne croyons pas qu'elle nous menace. » Et donc, Dupuis va défendre que la seule manière pour nous de susciter une attitude de prudence suffisante pour permettre d'éviter la catastrophe, eh bien, c'est de la traiter comme inévitable. C'est-à-dire que la catastrophe, pour Dupuis, elle doit être vue comme un destin. Et Dupuis nous dit « Seule l'inévitabilité de sa réalisation future peut conduire à la prudence. » Si on traite la catastrophe comme une simple possibilité, eh bien, on ne lui donne pas une réalité suffisante pour y réagir. Ça ne suffit pas. Alors, bien sûr, dire que la catastrophe va nécessairement arriver, ça a l'air contradictoire, voyez. Soit on tient la catastrophe pour inévitable, mais alors on ne fait rien pour l'éviter, soit on cherche à l'éviter, mais alors c'est qu'on l'appréhende comme une possibilité, et non comme quelque chose qui arrivera nécessairement quoi que l'on fasse. Et donc, Dupuis, pour surmonter cette difficulté, il va proposer une sorte de subterfuge temporel, ce qu'il appelle une sorte de ruse ou de stratagème. Ce que fait Dupuis, c'est qu'il nous demande de nous placer par l'imagination après la catastrophe, de manière à imaginer que le pire est déjà arrivé, que la catastrophe a déjà eu lieu. C'est-à-dire qu'on quitte le régime de discours prophétique qui se positionne par rapport à des faits à venir pour un discours qui se rapporte à des faits passés, et en tout cas à des faits qui se seront passés dans l'avenir. C'est une projection au futur antérieur. Donc Dupuis parle ainsi de souvenir du futur, et reprenant une formule du philosophe Hans Jonas, il parle de remords anticipateurs à l'égard de l'avenir, remords à l'égard de ce que nous aurons fait. Donc la catastrophe, elle est inscrite dans l'avenir comme un fait déjà advenu, comme inévitable. De cette manière, on accroît sa force d'inscription dans l'avenir. Toutefois, nous dit Dupuis, ça ne suffit pas, parce que si la catastrophe est inévitable, eh bien, on tombe dans le fatalisme, si vous voulez. Et donc, c'est seulement une partie de la solution que propose Dupuis. Donc, cette projection dans l'après-catastrophe, elle doit être contrebalancée par une autre projection, nous dit Dupuis, qui va cette fois permettre de voir la catastrophe comme un événement contingent, qui pouvait ne pas arriver. Et donc, ce point de vue, il parle lui aussi de l'après-catastrophe. Mais il consiste à regarder en arrière pour considérer la catastrophe, pour considérer la situation, excusez-moi, avant que la catastrophe ne se produise.
pour la faire apparaître rétrospectivement comme quelque chose qui aurait pu être évité. Donc, on va dire tout ça, c'est du raisonnement de philosophe, mais en fait, c'est par exemple le type de projection que nous encourageait à faire les affiches exposées par Greenpeace lors du sommet pour le climat de 2009 de Copenhague. Donc, les affiches, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles représentaient sous une forme vieillie la plupart des dirigeants des pays de l'époque, par exemple ici Nicolas Sarkozy. Elles les imaginaient 11 ans après, comme présentant leurs excuses pour ne pas avoir agi. Donc on se projette après la catastrophe, une fois qu'il est trop tard, que le pire est déjà arrivé, de manière à regarder notre présent, le présent où on peut encore faire quelque chose. Donc en fait, Dupuy, c'est précisément ce type de choses qu'il nous exhorte à faire. Pourquoi? Parce que c'est la seule manière pour lui de donner une réalité suffisante à la catastrophe et en même temps de la voir comme quelque chose que l'on peut encore éviter, comme quelque chose de contingent dans ces termes. Et c'est pourquoi Dupuy affirme contre les collapsologues que la catastrophe, elle est nécessaire, c'est un destin, mais qu'elle n'est pas certaine. Vous voyez, l'avenir dans lequel Dupuy nous demande de nous projeter, c'est un avenir qui se caractérise, comme en physique quantique, par un état d'indétermination, si vous voulez, où deux états se superposent. L'occurrence de la catastrophe et sa non-occurrence. Et la cohabitation de ces deux états est essentielle pour préserver l'espoir, c'est-à-dire pour maintenir la possibilité d'éviter la catastrophe en dépit de son imminence, ou plutôt en raison de son imminence. Et ça fonctionne comme avec la dissuasion nucléaire. C'est uniquement à condition d'être imminente que la catastrophe peut faire office de dissuasion. Donc pour conclure sur cette présentation très rapide de la pensée complexe de Jean-Pierre Dupuy, donc l'idée ici, c'était de vous indiquer qu'il y avait d'autres manières, si vous voulez, pas nécessairement exclusives toutefois, de comprendre les difficultés contemporaines à réaliser la catastrophe ou la perspective d'un effondrement. Il y a d'autres manières que les explications qui sont proposées, disons, par les psychologues, et qui sont fréquemment mobilisées par les chercheurs et activistes. Vous voyez, ici, selon Dupuy, ce qui pose problème pour réaliser la catastrophe et enfin sortir de notre léthargie, eh bien, c'est fondamentalement notre manière d'inscrire les faits dans l'avenir, donc de concevoir le temps. Et ce n'est pas une mince affaire, parce que c'est très ancré en nous. Vous voyez, cette manière de projeter l'avenir comme un champ de possible. Donc, vous voyez, je termine par cette citation de Dupuy, ce que dit Dupuy, qui résume vraiment bien sa pensée. L'obstacle majeur à un sursaut devant les menaces qui pèsent sur l'avenir de l'humanité est d'ordre conceptuel. Nous avons acquis les moyens de détruire la planète et nous-mêmes, mais nous n'avons pas changé notre façon de penser. Je voudrais peut-être lancer une question qui est assez générale, qui est le lien entre la pensée de Jean-Pierre Dupuy, ce que vous venez d'exposer, et la littérature de science-fiction. Est-ce que pour vous, il y a un point commun, qui est effectivement le fait que de se projeter dans un temps futur pour réinterroger le présent? Oui, effectivement, il y a... en fait, l'idée, c'est que Jean-Pierre Dupuy, il propose une espèce d'attitude générale pour la prise de décision. C'est vraiment la manière dont il formule son catastrophisme. Et son catastrophisme, c'est pas du tout du pessimisme, c'est une sorte de méthode rationnelle, si l'on veut. Après, il propose pas de solution clé en main. C'est-à-dire que le catastrophisme éclairé, il faut le rendre opérationnalisable. Et c'est compliqué parce qu'il est loin de l'être en quelque sorte. Mais disons qu'il pointe un genre d'attitude à avoir par rapport à l'avenir pour essayer de concrétiser, de réaliser un petit peu cette catastrophe qui est très impalpable. Alors, il y a la piste, effectivement, du récit, la piste de la narration, qui est travaillée par pas mal d'auteurs à l'heure actuelle. Moi-même, je travaille pas mal sur les modèles narratifs de l'expérience. Effectivement, on pourrait penser qu'une des voies pour se mettre en situation d'effondrement, en quelque sorte, c'est-à-dire pour prendre conscience de l'imminence de la catastrophe, en quelque sorte, c'est d'en passer par le récit. Alors après, ça fait longtemps que des livres de science-fiction existent, ça ne nous a pas pour autant aidé à mieux réaliser les choses. Donc, alors, il y a David qui dit que Servine n'affirme pas que l'effondrement est une certitude. Donc là, il y a apparemment des différentes interprétations sur cette notion d'effondrement. Un mot rapide en réponse à ça?
Ben, bon, je vais essayer de rapidement. Bon, en fait, c'est vrai que quand on va plus dans le détail de voir comment est abordé l'effondrement par Servigne et Stevens et d'autres, on se trouve face à une difficulté qui est, selon les bouquins et selon les passages qu'on lit, l'effondrement peut être tour à tour pensé comme un événement à venir. Parfois, il est pensé comme un processus, donc un processus euh, à plus ou moins long terme dans lequel on est déjà, qui a commencé dans le passé, qui va se déployer dans le futur. Et en fait, parfois, il est abordé, alors plus ou moins explicitement, comme notre situation présente. Donc en fait, dans le discours des collapsologues, on n'a pas une catégorie univoque, une seule catégorie pour parler de l'effondrement. Voilà. D'accord. Et c'est une des raisons peut-être de ce qu'on pourrait interpréter aussi comme un espèce de quiproquo entre justement la critique assez sévère qu'a pu produire Jean-Pierre Dupuy, notamment à l'égard des collapsologues ou de leur forme de catastrophisme. En fait, c'est vrai que moi, je connais un peu les travaux de Jean-Pierre Dupuy que j'ai eu comme professeur, et donc je m'étais un peu penché sur son approche, mais je reste, disons, dans l'incertitude par rapport à en quoi cette démarche qui se positionne comme au futur antérieur, qui consisterait à dire revenons à qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour que la catastrophe n'arrive pas. Elle se distingue réellement d'une démarche plus possibiliste qui est de dire il y a un risque que la catastrophe arrive, et donc dans une démarche plus classiquement au présent, quels sont les chemins pour éviter qu'elle arrive. J'ai toujours du mal à voir quel est réellement le gain qu'on a à se mettre au futur intérieur par rapport à une démarche possibiliste. Ouais, après, ce qu'il y a, moi, tel que je comprends la démarche de Dupuy par rapport à ça, c'est que le point de départ, c'est le constat que j'indiquais tout à l'heure, c'est par rapport, en quelque sorte, au mode de manifestation de la catastrophe. C'est-à-dire, une catastrophe, selon Dupuy, là, il reprend vraiment Bergson, c'est quelque chose, il n'est possible que quand il arrive. Et donc, on n'y croit pas à la catastrophe par définition, c'est-à-dire c'est les conditions même de manifestation de la catastrophe qui fait qu'elle n'est pas possible avant d'arriver. Et donc, c'est pour ça que Dupuy il nous dit que la seule manière d'y croire, parce que le fond du problème pour Dupuy, et là il est d'accord avec les collapsologues ou d'autres, c'est qu'on n'y croit pas à la catastrophe. On ne réalise pas la situation dans laquelle on est, on ne réalise pas le mur vers lequel on est en train de foncer. Il dit, on le sait, mais on n'arrive pas à réaliser ce que l'on sait, on n'arrive pas à y croire. Et donc, c'est comme ça que moi je comprends cette idée de se projeter dans l'avenir. Alors c'est là où on fait appel à l'imagination. C'est vrai qu'on peut être un peu dubitatif, mais en tout cas, c'est le fond de son raisonnement. C'est-à-dire que la seule manière de possibiliser la catastrophe, c'est de faire qu'elle ait déjà eu lieu, de se placer après elle. Alors après, comment au juste s'y prendre? C'est là on évoquait le récit. Bon, il n'y a pas de solution clé en main. Mais au niveau de l'attitude, vous voyez, le sursaut pour réagir, c'est en fait la traiter comme un destin, comme quelque chose qui est en quelque sorte déjà arrivé, qui est écrit. Il y a une question qui est posée par Marie van der Merch qui est intéressante aussi, alors prend complètement le contre-pied du catastrophisme, c'est l'idée de récit, encore une fois, mais qui se projette dans des scénarios finalement plus optimistes, de scénarios désirables, comme elle dit. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous explorez aussi en tant que philosophe, justement en contre-pied, en quelque sorte, à cette vision ou à ces visions catastrophistes? Effectivement, enfin, si on confronte un petit peu la terminologie de Dupuy et des collapsologues, les collapsologues, ils parlent d'effondrement, mais l'effondrement, il n'est pas nécessairement catastrophique. C'est-à-dire, pour certains, l'effondrement, il est souhaitable, il est désirable, parce qu'on vit dans une société avec laquelle ils ne sont pas d'accord, par exemple. Oui, il y a une remarque de Frédéric Jacquemart dans ce sens dans le chat. Donc déjà, l'amalgame entre effondrement et catastrophe ne va pas du tout de soi. Et donc, Servigne et ses collègues ont travaillé, notamment dans leur deuxième ouvrage, sur comment bien vivre l'effondrement, sur typiquement ces pistes de mobiliser le récit, l'imaginaire pour penser des avenirs souhaitables
post-effondrement ou pré-effondrement, ce genre de choses.